Allô? Oui, voilà, ça y est. Donc bonjour. Excusez-moi pour le léger retard, mais juste avant, nous avions donc une présentation, une intervention d'Orlan. Un, Et deux, donc trois. Ça Orlan, marche? vous savez, c'est un petit peu un monument. Et donc ça a pas mal encombré les allées pour arriver jusqu'ici. Je l'ai raccompagné à son stand. Et donc le temps de revenir ici, c'était un petit peu compliqué pour rejoindre donc nos invités. Pour cette seconde table ronde, alors je suis désolé pour les problèmes un petit peu de son, de volume, mais comme l'espace est ouvert, et il y a un petit peu de brouhaha, surtout qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de visiteurs. Je pense qu'on peut dire que la foire est un succès en termes de fréquentation publique. Donc cette seconde table ronde va porter sur la thématique de la photographie de performance et de corps des artistes, élargie donc au corps des artistes, mais également des thématiques de marché et de collection. Et pour traiter donc de ces sujets-là, eh bien, j'ai demandé à 3 exposants de la foire donc, Paris Photo de venir nous faire part de leur expérience. Je vais leur poser quelques questions. Et nous allons écouter donc successivement Bart Johnson, qui est le directeur propriétaire de la galerie Wild, donc une galerie genevoise que je présenterai un petit peu tout à l'heure. Éric Deremaux, donc, qui est à la tête d'une galerie française, la galerie RX. Et puis également donc Anne-Sara Bénichou, qui est à la tête de la galerie qui porte son nom. Donc là, il n'y a pas de piège ou de surprise. La galerie Anne-Sara Bénichou. Voilà. Et donc à chaque fois, je trouve que c'est bien que nous ayons et des hommes et des femmes, parce que nous vivons au XXIe siècle. Et dans la table ronde suivante, j'ai demandé, je ne sais pas si ce sera possible techniquement, mais également que Barthélemy Togo, qui est un artiste pour lequel j'ai énormément d'estime, que j'admire également, soit présent, pour que la société française ou la société européenne soit représentée dans sa diversité, parce que c'est quelque chose qui compte en termes de citoyenneté. Voilà, alors nous allons parler essentiellement, dans le premier temps de cette table ronde, de la performance. Et donc, je voulais simplement faire une petite entrée en matière. Alors, je m'appelle Alain Quemin, je suis professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8 et je suis également membre senior de l'Institut universitaire de France. Je suis parti quand même un petit peu des définitions de ce qu'est la performance, puisqu'on va en parler très centralement avec Bart Johnson et puis également avec Éric Deremaux. On se déplacera davantage sur la photographie de corps avec Anne-Sara Bénichou. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une performance? Eh bien, Wikipédia, puisque maintenant nous utilisons tous Wikipédia à longueur de temps, nous dit qu'une performance est une œuvre d'art créée par des actions menées par l'artiste ou d'autres participants et peut être en direct, documentée, spontanée ou écrite, présentée à un public dans un contexte de beaux-arts traditionnellement pluridisciplinaire. Et ce qui me semble intéressant également, c'est dans ce que nous dit Wikipédia, et c'est une thématique que nous allons donc aborder dans le cadre de cette table ronde, c'est que cette forme d'art remet en question la séparabilité de l'artiste et de l'œuvre, ainsi que la forme marchande des œuvres d'art traditionnelles. Alors vous savez sans doute tous que les prémices de la performance se situent donc en Suisse. C'est pour ça qu'il nous fallait absolument avoir Bart Johnson à Zurich, au Cabaret Voltaire, dans l'entre-deux-guerres. Et justement, c'était un milieu artistique dans lequel les hommes étaient plus orientés vers les arts visuels, les femmes davantage vers le théâtre. Et puis, il y a des acteurs qui ont fait le lien, les passerelles entre les deux. Donc des hommes également qui ont davantage pratiqué le théâtre et des femmes davantage les arts plastiques. Et donc, l'art de la performance, c'est un art éphémère qui laisse peu d'objets derrière lui. Et quand on est galeriste, quand on est donc amené à intervenir pour valoriser le travail des artistes, eh bien, comment va-t-on rentabiliser cette activité, comment va-t-on valoriser cette activité? Et le plus souvent, bien entendu, ce sont des photographies, mais parfois des films et des témoignages. Mais il y a également des artistes contemporains, et je pense ici à Tino Segal, qui refusent qu'il reste la moindre trace de ces interventions. Alors, ce qui est très troublant quand même, on connaît les 3 divas de la performance en Europe, un peu incontournables, que sont Marina Abramovic, Orlan et Valley Export. Mais quand on commence un petit peu à se questionner, on se rend compte, et Wikipédia en rendait également tout à fait compte, le nombre d'artistes qui ont pratiqué la performance de façon centrale ou de façon plus annexe depuis l'apparition de l'art contemporain est absolument troublant. Seulement, on n'y pense pas toujours, justement, parce qu'il y a cette question de nature éphémère des œuvres. Alors Caroline Schneemann, Marina Abramovic, que j'ai déjà cité, Anna Mendieta, Chris Burden, Hermann Nietzsche, nous dit donc également Wikipédia, Joseph Beuys, Nam June Paik, Vito Acconci, Tania Bruguera, Orlan, Marta Minujín, Piotr Pawlenski, et puis tout le courant autour de Fluxus, de l'art corporel, de l'art conceptuel.
Wikipédia fait également un focus sur l'art féministe. On a vu avec Orlan que le lien entre les deux, bien entendu, est extrêmement fort, avec Elena Almeida, Linda Benglis, Valley Export, Gina Panay, Rebecca Horn, Yayoi Kusama, dont on a un peu tendance à oublier aujourd'hui qu'elle a été une actrice très importante du milieu de la performance, Martha Rossler, Nikit Saint-Phal, qui a également fait des performances, etc. Et puis également, ce qui m'a intéressé, Yves Klein, qu'on n'a pas encore mentionné, Alan Kaplow, Otto Mühl, également dans l'actionnisme viennois, Nam June Paik. Donc, dès qu'on réfléchit un tout petit peu, on a des listes qui pratiquent Gilbert and George, Paul McCarthy. Donc on voit que même des artistes qu'aujourd'hui on identifie clairement avec d'autres médias que la performance ont été extrêmement actifs. Alors Michelangelo Pistoletto également fait des performances sur lesquelles il brise les miroirs. Et puis également une autre tradition, celle de la performance associée à la peinture, avec bien entendu Salvador Dali, Georges Mathieu, ou même, d'une certaine façon, Pablo Picasso dans Le Mystère Picasso, quand on le voit exécuter des œuvres. Alors, ce qui m'a un peu troublé quand même, et c'est pour ça que je suis très content que l'on ait, normalement, si la technique le permet tout à l'heure, Barthélémy Togo avec nous, c'est que cette liste, elle est assez blanche dans Wikipédia, alors qu'en fait, il y a des artistes d'autres origines ethniques qui l'ont pratiqué, notamment Zhang Yuan, qui est oublié. Je ne sais pas si vous voyez cet artiste chinois qui faisait des performances recouvertes de miel et qui allait dans les toilettes publiques jusqu'à ce qu'il soit recouvert de mouches. Voilà, donc des choses assez extrêmes, mais des œuvres assez récentes, mais qui ont quand même maintenant, je dirais, une quinzaine, une vingtaine d'années. Et puis également, il y a toute la tradition des artistes afro-descendantes comme Adrienne Piper ou Lauren O'Grady, qui ont également fait des actions, des performances qui me semblent très intéressantes. Et aujourd'hui, même dans la jeune génération, il ne faut pas penser que la performance a disparu. Au contraire, elle est encore très présente. Lily Reynaud-Dewar, qui a eu le prix Marcel Duchamp, donc, est également une adepte de la performance. On peut penser également à Alice Anderson, qui pratique peinture et performance. Prune Nourri également, ou même également des hommes comme Abraham Poincheval et Moussa Sarr. Alors pour commencer, d'abord, c'était juste pour bien essayer de montrer à quel point ce sujet de la performance n'est pas un sujet aussi pointu qu'on pourrait être tenté de le concevoir au tout premier abord. Eh bien, notre tout premier intervenant, donc, à qui je vais bien entendu poser quelques questions, est donc Bart Johnson. Et Bart Johnson, qui est donc à la tête de la galerie Wild, qui est une galerie typiquement suisse, puisque c'est une galerie qui est à la fois très importante. Je suis persuadé que dans la salle, certaines personnes ne connaissent pas forcément la galerie Wild, mais qui est une galerie donc très discrète, avec un profil justement très suisse. C'est pas comme les galeries états-uniennes qui ont tendance à marteler, à justement faire un petit peu état de leur force, de leurs muscles. La galerie donc Wild, elle est installée donc principalement à Genève, en plein quartier des Bains, donc à côté du MAMCO, du Grand Musée d'Art Contemporain de Genève. Et puis elle a également donc ouvert il y a quelques années une deuxième galerie à Bâle, et elle dispose également d'un troisième espace à Zurich. Donc on voit que l'espace suisse est déjà très bien maillé. Est-ce qu'on peut déjà annoncer des projets de la galerie pour 2023 ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Ça fonctionne? Ouais. Alors, bonjour à tous. Salut Alain. Okay. Alors, pour 2023, on a effectivement le projet, c'est à l'étude depuis plus d'une année et demie, de déménager de lieu à Genève, qui est donc notre centre historique, disons, parce notre équipe genevoise est jalouse du bâtiment dont on a la chance d'être locataire à Bâle, qui est une ancienne manufacture de montres que André Poutman avait designé avec un escalier qui tourne et un sol très particulier dans une sorte de vieux caoutchouc qui a bien vieilli. Et donc effectivement pour 2023, en fonction de l'avancée des travaux, on espère pouvoir bénéficier d'un nouveau lieu à Genève. Donc toujours dans le quartier des Bains, un lieu un peu spectaculaire. Oui, voilà, et donc je pense que les Français connaîtront mieux la galerie Wild. Et alors d'autant plus pour situer un petit peu, pour introduire Bart Johnson. Donc le roster, la liste d'artistes est assez impressionnante, puisque vous représentez notamment Adel Abdesemed, Omar Ba, donc vous avez été la première grande galerie à représenter Omar Ba, Wim Delvoye, Mounir Fatmi, Khaled Jarrar, Cornelia Parker, Ernest Pignon-Ernest, Note Vital, mais aussi deux artistes qui se sont illustrés dans le cadre de la performance, donc à la fois Yann Fabre et Marina Abramovic. Et ici, dans le cadre de la foire, donc vous consacrez, la galerie Wild, donc un solo show assez exceptionnel parce qu'on la voit très peu
sur les stands de foire, et on la voit très peu en particulier en solo show, à Marina Abramovic. Et donc le stand est situé en C16. Donc si vous voulez poursuivre après la discussion, C18, pardon, allez voir donc en C18 le stand. Bart, une première question que je voulais te poser. Sais-tu s'il existe des collectionneurs qui seraient spécialisés en photos de performance, puisque vous avez une artiste complètement incontournable, vous êtes sa galerie européenne de référence. Est-ce qu'il y a parfois des gens qui viennent vous trouver et qui vous disent « j'ai une collection de photos de performance, pour moi, il me faut Marina Abramovic ». Alors, je connais un couple aux États-Unis sur la côte ouest, à San Francisco, qui, je réponds sans vraiment y répondre, qui collectionne que les artefacts, donc pas forcément les photographies, aussi les vidéos, les objets qui restent, les photos documentaires à proprement parler, un petit peu en dehors de l'œuvre elle-même, liées à la performance. C'est un énorme fond. D'accord, ok. Donc ça existe, mais c'est la seule occurrence qui me vient à l'esprit, là, comme ça. D'accord, parce que moi, je n'en connaissais pas du tout. Je me dis, c'est assez étonnant. On voit parfois les collectionneurs qui cherchent une ligne, que finalement, il n'y ait pas de collection de photos de performance. Tu parlais des artefacts. Ta galerie, vous proposez également des objets liés aux performances de Marina Abramovic, ou alors, Marina Abramovic, pour vous, c'est la photographie et la vidéo? C'est assez spécial parce que le propre d'une performance, c'est d'être immatériel. Donc il y a eu cette Marina, avant d'être la star que l'on connaît aujourd'hui et qui exerce cette fascination sur les foules, on le voit sur notre stand tout à l'heure. Les gens nous posent la question, c'est la question qu'on a le plus eue ce matin, pas hier, mais aujourd'hui, en disant mais c'est Marina Abramovic, c'est qui le photographe? Et donc on voit bien que la perméabilité entre, effectivement, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton pour déclencher la prise de vue dont est issue la photo, et le fait que Marina soit là devant nous sur la photo, c'est pas particulièrement clair dans l'esprit des gens. Donc la frontière entre qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'est la performance est effectivement assez floue. Et je dirais que les artefacts sont principalement la vidéo qui a cet office de témoignage, parfois certains objets mais qui sont plus de type témoin vraiment du passage, et puis sinon c'est le travail photographique pour Marina qui devient l'œuvre d'art. Typiquement la performance qu'on voit, un Ponderabilia qui avait été la première fois activé en Italie. Je peux vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, en vente aux enchères, passaient des photos de cette performance dans une toute petite maison de vente aux enchères en Suisse. Et puis je téléphone à Marina, je lui explique, je lui montre les lots sur le site internet. Puis elle me dit « Ah, mais c'est fou Bart, ça c'est pas une de mes œuvres ». Puis je dis « Mais c'est toi sur la photo avec Oulai ». C'est une performance qui est assez réputée, qui a été réactivée par la suite à différents moments. Et en fait, elle me dit « Oui, mais c'est un monsieur c'est un touriste, un visiteur du musée qui était dans la salle, qui a fait ces photos, qui les a développées. Et c'est son propre témoignage. Je ne vais jamais signer ces pièces, donc ce n'est pas mon travail. » Donc c'était assez spécial de devoir expliquer à la maison de vente aux enchères qu'ils ne pouvaient pas mettre Marina Abramovic, photo, performance, etc. Parce qu'en fait, ce n'était pas elle qui avait validé. Oulai était encore vivant, donc on discutait avec les deux. Mais on voit bien que c'est un sujet qui est assez qui est spécial, et dans des cas de figure assez emblématiques. On sait que Oulai et Marina, avant le décès de Oulai, ont été en procès à différents moments, parce que la carrière de Marina avait passablement explosé, celle de Oulai beaucoup moins. Et puis, il y avait, évidemment, pour des histoires financières, il y avait des questions de savoir est-ce que les performances de Marina Abramovic dans lesquelles apparaissait Oulai, qui était l'auteur, qui était l'intervenant, l'activateur de la performance. Donc ça pose des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses. C'est pas toujours clair, c'est ni noir ni blanc. Il y a énormément d'aspects qui restent encore aujourd'hui pas forcément figés et qui sont toujours ouverts à discussion.
D'accord, merci beaucoup Bart. Je trouve que ça c'est très intéressant effectivement. Ces questions que peut poser la performance, à savoir si quelqu'un prend une photo de performance, finalement est-ce qu'on est en présence d'une véritable œuvre puisqu'on documente la performance et effectivement on est plutôt tenté de penser que non, mais c'est quelque chose qu'il faut effectivement faire valoir. Tu parlais justement du noir et blanc. Qu'est-ce qui aujourd'hui sur le marché est le plus recherché? Est-ce que ce sont donc les photographies en noir et blanc, notamment de Marina, ou est-ce que ce sont les photographies en couleur? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Ou est-ce que ce sont des séries très particulières qui sont les plus demandées par les collectionneurs? Alors effectivement, je pense que tous les galeristes qui ont un jour eu une exposition de photos savent qu'il y a une image qui plaît et qui assez rapidement est vendue dans la totalité de son édition et d'autres qui prennent plus de temps à trouver une nouvelle maison. Pour le médium propre à la photographie, il y a la question, typiquement la photographie qui était avant, où on voyait 3 fois Marina, Image of Happiness, la tête à l'envers. Il y a la question, ça c'est par exemple, c'est un print vintage. C'est-à-dire qu'en 1997, en 97, Ouais, vous avez, cette photographie a été tirée. Et puis aujourd'hui, seulement quelques années plus tard, le dernier exemplaire a été vendu et donc tiré à ce moment-là. Donc il y a aussi avec d'autres techniques, c'est une numérisation de l'argentique. Et donc le dernier exemplaire de cette œuvre a été, entre guillemets, digitalisé, alors que ce premier exemplaire, c'est une impression argentique. Mais l'image que vous voyez, elle est la même. Et peut-être que pour un puriste, ça pourrait avoir une incidence. Et donc, je dirais que, pour répondre à ta question sur le noir et le blanc, les gens qui vont rechercher en fait l'antériorité de l'objet au sein de l'écoulement de la série, parce que c'est toujours des éditions, ouais. vont avoir tendance à préférer les œuvres en noir et blanc. Et même, on a vu que les 1 ou 2 pièces, d'ailleurs, que tu m'as aidé à décrocher et raccrocher hier matin, avant On fait que tout à Paris tout le monde Photo. rentre, on voit que même les œuvres qui sont en couleur, les cibachromes, sont en fait finalement assez gris. C'est des teintes il y a très peu de flamboyance ou de rouge, de noir dans le travail de Marina. C'est un travail où prépondère l'idée plutôt que l'esthétique. Donc voilà. D'accord. Et dans les séries, est-ce qu'il y en a certaines qui sont particulièrement demandées par les collectionneurs? Alors les œuvres comme sa séparation avec Oulai sur la muraille de Chine, Impondérabilia qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est des pièces qui sont particulièrement recherchées. Alors que moi je l'ai rencontrée, j'ai commencé à travailler avec elle à partir de 2006. Ouais. Sa performance au MoMA en 2010, The Artist is Present, que tout le monde a vu, qui a fait l'objet d'un documentaire, etc. Et c'est vraiment ça qui l'a rendu, c'est la superstar que c'est devenu grâce ou à cause de cette performance. Ouais. Les photographies, l'œuvre photographique, mais l'œuvre tirée de cette performance, c'est-à-dire 3 portraits carré avec à chacun des 3 mois, elle a changé de robe. Donc il y a un portrait avec cette robe rouge, un portrait avec cette robe, une robe bleue, un portrait avec une robe blanche. Et on voit les traits de son visage qui deviennent de plus en plus fatigués, tirés. Parce que ça reste pour une femme de 70 ans, ça reste une performance extraordinaire ce qu'elle a fait. Elle a vraiment fait subir à son corps et on voit ça. Typiquement, l'œuvre d'art, les photographies tirées de cette performance, c'est une édition qui n'est pas écoulée. Elle n'est pas sold out. Alors que d'autres performances que les gens connaissent, entre guillemets, beaucoup moins, ça fait des années qu'il n'y en a plus aucune. Donc on voit que sa célébrité, pour les collectionneurs d'art, elle vient pas. Ils la connaissaient déjà avant cette performance de 2010 au MoMA. Et par contre, je dirais que la foule et puis peut-être les étudiants et tout un chacun l'a connue après, mais ça n'assure pas le succès de l'œuvre en tant que telle.
Qui achète les œuvres de Marina Abramović? Plutôt des collectionneurs de photographie, spécialisés en photographie, ou alors est-ce que ce sont plutôt des collectionneurs d'art contemporain en général, puisqu'elle a atteint un tel niveau de notoriété? Est-ce qu'elle dépasse le médium, ou est-ce qu'elle reste quand même très prisée des amateurs de photos? Non, alors je dirais qu'elle n'est pas particulièrement prisée des amateurs de photographie, mais plutôt des amateurs d'art contemporain au sens large. Et mon sentiment, c'est elle est de la même. Il y a certains artistes comme ça qui sont tellement charismatiques qu'une fois que les gens l'ont rencontrée, elle exerce une sorte de pouvoir hypnotique malgré elle, avec. Je peux vous donner un exemple. La dernière fois que je suis allé déjeuner avec elle à la Fondation Bayer à Bâle, c'était pas possible. On a dû quitter le restaurant. Ça confère à l'absurde. On peut pas s'asseoir à une table. Si elle était présente ici, il y aurait des gens, la foule, les étudiants, les gens ils crient, les femmes elles pleurent. C'est une sorte d'hystérie qui se met en place qui est complètement anormale. Et donc les collectionneurs qui la collectionnent sont souvent des gens qui la soutiennent de manière irrationnelle parce qu'ils l'ont rencontrée. Et typiquement, dimanche soir, à la fin de la foire, avec ce qui nous restera de disponible sur le stand, j'ai un collectionneur qui était le directeur de campagne de Hillary Clinton, que je ne citerai pas, à Washington, et je vais lui envoyer un petit mot. Là, il est dans les midterms, et je vais l'appeler. Je lui dis coucou Tony, il nous reste 3 photos. Puis il va dire OK Bart, take it all, et ça part. D'accord. Mais par contre, je ne sais pas, il a 200 photos. Donc mais c'est pas rationnel. D'accord. Non, mais je trouve ça très intéressant de penser justement parce que c'est la performance et d'une performeuse particulièrement charismatique que l'on a des logiques qui dépassent les logiques de marché habituelles. Tu peux nous donner une gamme de prix des œuvres présentées sur le stand ici à Paris Photo, donc d'une artiste superstar comme Marina Abramović, par exemple l'image que l'on voit ici? Alors celle-ci, elle est à 25 000 €. C'est une édition relativement large. Je vois une dame là au premier rang qui fait 25 000 € qui trouve que c'est très raisonnable. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, madame. Ouais. Après, c'est un petit format, hein, c'est un peu une carte postale, et ça va jusqu'à 150 000 € pour les grands formats lorsque l'édition arrive presque à épuisement et qu'on commence à vendre les épreuves d'artistes. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Bart. Donc maintenant, on va dialoguer avec Éric Deremaux, donc de la galerie RX. Bonjour Alain. Donc voilà, donc galerie bien connue sur la place de Paris, qui est désormais donc située en plein Marais, qui a commencé dans le 8e arrondissement, si je me souviens bien. Exactement. Qui après est parti en banlieue sud, dans un espace immense, qui ensuite est revenu dans un très grand espace du Marais, rue des Quatre Fils. Donc juste à côté de la galerie JB Agency et à 2 pas de la galerie Chantal Crouzel. Donc vraiment dans un rayon de quelques dizaines de mètres carrés. Vous êtes une concentration très forte de galeries très estimées. Tu as un roster, une liste d'artistes assez restreinte par rapport donc à l'espace de la galerie, de 18 artistes seulement pour l'instant, plus 4 que tu partages donc avec votre partenaire new-yorkaise, puisque vous avez accès à un espace en plein de Chelsea à New York. Et pour donner un petit peu une idée aux gens qui ne connaissent pas en détail la galerie RX, donc tu représentes des artistes très en vue comme Bien Hu et Libae, mais également Fabrice Sibert, la superstar internationale El Anatsu, donc l'artiste d'origine nigériane, et puis également, c'est pour ça également que j'ai pensé à te proposer d'intervenir, des photographes comme Raymond Depardon, que la galerie donc présente sur le stand de la foire, également Elger et Sœur, et puis également d'autres photographes qui présentent un rapport avec la performance, comme Georges Rousse, Denis Darzac, et puis également un artiste, alors lui qui est vraiment au cœur de la performance, l'énorme Hermann Nietzsche, donc, qui est récemment disparu. Et donc, si vous voulez aller voir après cette présentation de quelques visuels, la galerie RX, elle se situe donc au stand E01. Alors, est-ce que tu peux nous parler tout d'abord du travail de Denis Darzac, on va plutôt parler d'abord de Georges Rousse, que l'on voit, parce que justement, ce n'est pas du tout des performances au sens où le corps de l'artiste serait impliqué, mais on s'en approche quand même. Alors, le corps est plutôt, intervient plutôt à travers les personnes qui travaillent sur ces installations.
Ce sont des installations qui demandent en général 1 semaine à 15 jours de travail, avec parfois 3, 4, voire 10 personnes qui accompagnent l'artiste. Le processus de création de Georges est d'abord la visite de l'espace, la réalisation de photographies, puis des aquarelles préparatoires, voire des polaroïdes, avant la réalisation de l'œuvre dans ce lieu qui en général est un lieu qui est voué à être détruit ou réhabilité. Donc ce sont des œuvres fondamentalement qui, avant d'être prises en photographie, sont éphémères, comme la performance. Alors, à l'origine, c'était des lieux vraiment éphémères. Maintenant, il y a eu une évolution qui est arrivée avec l'arrivée de Photoshop. C'est que nombre de personnes ont cru que son travail était complètement travaillé de façon numérique. Et donc, ça a amené l'artiste aussi à réaliser, surtout en général dans des projets qui sont des projets muséaux, des installations, soit directement dans le lieu, soit en extérieur, en direct dialogue avec l'institution. D'accord, ok. Et donc les œuvres, si on peut revoir, maintenant si tu peux nous parler un petit peu également du travail donc, de Denis Darzac, mais alors il va falloir revenir en arrière, puisque l'ordre avait été inversé, voilà. Alors là aussi on peut voir qu'il y a quand même un rapport. Alors c'est pas lui qui se met en scène, mais il travaille avec des danseurs. Alors il travaille avec effectivement des danseurs, là plutôt des danseurs de hip-hop. On est sur la première série qu'il a révélée au public lors du Festival d'Arles. On est en 2006 avec la série La Chute, qui entre-temps est rentrée dans un grand nombre de collections telles que le Centre Pompidou. Donc le rapport au corps, Denis Darzac est à l'origine un photojournaliste qui a toujours une approche très sociale du monde, de la société. Alors là, c'est une autre série qui s'appelle Hyper par rapport à l'hypermarché, où le corps est confronté à des objets de consommation, comme si la consommation en fait nous happait, ce qu'elle fait d'ailleurs un petit peu dans les centres commerciaux ou dans les hypermarchés. On est comme vampirisé par tous ces produits. D'accord. Et donc le travail de Denis Darzac, est-ce que finalement ce sont des collectionneurs qui achètent de la photographie également à la galerie, ou est-ce que parfois les gens vont le compléter avec de la peinture, avec de la sculpture, parce que tu es une galerie généraliste, toi aussi, tous les trois, vous êtes des galeries très généralistes, mais tu as quand même plusieurs photographes. Est-ce que tu remarques que vous avez des collectionneurs un peu spécialisés dans ce médium ? Alors en fait, en fonction des séries chez Denis, parce qu'effectivement, cette série est très connue de La Chute, mais le travail a évolué, et aujourd'hui, on est quasiment sur des pièces abstraites, où on a effectivement un public qui est très lié à la photographie, et un autre public qui est plutôt lié à la peinture, qui s'intéresse au travail récent, qui est toujours d'ailleurs à travers l'objet, mais qui se fond dans une abstraction. D'accord, merci beaucoup. Et alors maintenant, on va parler du troisième artiste, voilà, absolument incontournable de la galerie, sur cette thématique de la performance, bien sûr. Donc Hermann Nitsch. Hermann Nitsch, tout à fait. Donc un monument de l'actionnisme viennois. Qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois. Voilà, et donc qui avait développé, lui, un type d'œuvre. Donc c'est essentiellement un peintre, mais je ne savais pas qu'il a aussi commercialisé des photos de ses performances. Alors les photos sont plutôt on va dire des mémoires. C'est quelque chose qui accompagne l'œuvre, mais d'ailleurs on le voit au niveau des prix. On est sur des œuvres qui sont aux alentours de 1 500 €. C'est des choses qui tournent, mais c'est pas l'essentiel. Le travail est beaucoup plus lié à la peinture et plutôt lié même, je dirais, à un acte qui est plus proche du théâtre et de l'opéra, notamment à travers ces actions qui peuvent durer entre 2 et voire 6 jours. La dernière à laquelle j'ai pu être présent d'ailleurs, malheureusement pas de son vivant, était l'été dernier, fin juillet, a duré 2 jours. Et là, effectivement, la plupart des gens qui sont là payent. D'accord, donc oui, là je trouve que c'est également un business model d'une certaine façon intéressant. Oui. Contrairement à la plupart des performeurs, des performeuses, il a donc conçu la performance comme pouvant être un spectacle. Voilà, au niveau du modèle économique, l'artiste est obligé de produire un certain nombre de pièces parce que ces actions lui coûtent très très cher. Là par exemple, il faut imaginer qu'en fait une journée d'action, c'est 1 million € d'investissement. D'accord, Voilà, il y a une cinquantaine de musiciens. Les actions durent 24 heures, c'est 24 heures sur 24. C'est quasiment une sorte de village qui est recréé, notamment là par exemple pour Prinzendorf,
qui est l'endroit où il vit. C'est une sorte de château à 2 heures de Vienne. Donc c'est assez difficile d'imaginer. C'est quelque chose qui se vit et c'est impressionnant de voir l'organisation qui est complètement millimétrée. C'est-à-dire qu'on peut imaginer tellement c'est long que tout est improvisé. Non, rien n'est improvisé, tout est écrit. Et donc on peut même imaginer, ça c'est plutôt une chance, qu'à l'avenir, certaines actions peuvent être d'ailleurs réalisées post... Oui, réinterprété, reenacted, comme on dit en anglais, voilà, en reprenant des... Tout est écrit. Il l'a envisagé, donc ce sont des partitions de certaine façon. Exactement. Et les partitions, elles, est-ce qu'elles sont œuvres, est-ce qu'elles peuvent se vendre ou non? Parce que je trouve ça intéressant également par rapport à la démarche de l'artiste. Alors effectivement, il a aussi réalisé nombre de vêtements pour des opéras. Il y a eu des dessins qui ont été réalisés, donc il y a des spécialistes qui sont surtout des passionnés d'opéra qui effectivement se tournent vers ce type d'œuvre. D'accord. Mais toi, la galerie donc RX, tu vends essentiellement des tableaux et... Essentiellement des peintures qui sont effectivement liées aux actions. D'accord. Est-ce qu'il a fait parfois des peintures en dehors des performances, des actions comme effectivement Alors même les peintures désigne qu'il réalise effectivement en dehors de ces actions, pour lui, restent dans cette action, dans le sens où il y a toujours ce rapport au corps dont tu parlais justement. C'est que, d'ailleurs, quand on le regarde dans ses vidéos, quand il peint, il est quasiment en fusion. Il nage quasiment à l'intérieur de ses toiles. Et même les œuvres qui ont été réalisées lors des actions sont retravaillées après à l'atelier, donc elles ne sont pas forcément finies sur le moment. D'accord. Et les collectionneurs, en général, sont sensibles au fait que certaines toiles aient été au moins en partie produites lors de certaines actions qui sont parmi les plus médiatisées, les plus historiques, ou non, ça ne joue pas tellement sur la cote, c'est davantage l'année de production et le format. C'est clair que lorsque les œuvres ont été réalisées lors d'actions et en fonction de certains sites, c'est effectivement ça, la cote est forcément démultipliée. D'accord. Ça, c'est évident. Les gammes de prix pour Hermann Nietzsche aujourd'hui, donc pour un géant de l'actionnisme viennois, c'est à peu près dans quel ordre de grandeur? Après, tout dépend des années. Si effectivement on est sur les années 60-70, on est aux alentours d'1 million. Ouais. Oui, on va dire entre 1 et 2 millions. Et puis si on est sur des œuvres contemporaines, sur des petits formats, on va être à 50 000 euros. D'accord. Voilà, sur des tout petits. Donc finalement, les photographies de performance ont une véritable signification, un véritable intérêt pour le collectionneur. Ça permet d'avoir un rapport à l'œuvre, à la performance d'Hermann Nietzsche, avec un budget qui est quand même un budget extrêmement raisonnable. Exactement. Elles sont signées, les photographies, ou elles sont... Alors, moi, je n'ai pas travaillé sur les photographies. D'accord. J'ai beaucoup plus travaillé sur les dessins, qui sont aussi d'ailleurs le résultat de son travail. Et là, effectivement, sur des dessins, on peut effectivement trouver des œuvres aux alentours de 3-4 000 euros, ce qui est vraiment très, très raisonnable, quoi. Pour un artiste aussi reconnu. Merci beaucoup, Eric. Et donc maintenant, nous allons un petit peu échanger avec notre troisième et dernière intervenante, donc également galeriste parisienne comme Eric, Anne-Sara Benichou. Et donc Anne-Sara est à la tête d'une galerie qui est installée dans le Haut-Marais, rue Chapon, depuis 6 ans. Et donc ma toute première question, c'est... Quand on a 6 ans, on est encore une jeune galerie ou on n'est plus tout à fait une jeune galerie? Parce que maintenant, ça fait tellement longtemps qu'Anne-Sara joue le rôle de jeune galerie de référence à Paris que voilà, comment est-ce que tu vis la période de transition un petit peu entre je suis une jeune galerie et en fait, de facto, plus vraiment? Non? Merci. C'est une vraie question, effectivement, et qui se pose d'ailleurs régulièrement en foire, puisqu'on sait qu'il y a des secteurs émergence. Et de façon un peu étrange, moi, j'ai quasiment jamais été dans les secteurs émergence des foires. Paris Photo, je suis dans le secteur général depuis le début. Et peut-être aussi que cette idée de jeune galerie n'a peut-être pas forcément correspondu, même au début, aux artistes que je représentais. Parce que quand j'ai ouvert la galerie, j'ai ouvert avec des artistes qui, eux, étaient déjà très installés. Et peut-être que du coup, j'ai un peu sauté les étapes et en étant dans cet intermédiaire de moi, jeune galeriste installée que depuis 4, 5, puis 6 ans maintenant, et des artistes qui, eux, faisaient déjà partie du marché français ou international et institutionnel.
Juste pour préciser, je ne fais pas du mansplaining, mais quand même préciser quelques noms, c'est plus facile de faire un choix. Voilà, quand c'est un intervenant, quand c'est le galeriste ou la galeriste à qui on pourrait reprocher de préférer tel ou tel. Mais quand même, parmi les artistes que tu présentes, il y a Marion Baruch, donc je trouve une excellente artiste, voilà, qui n'était pas très présente en France avant que tu la montres. Valérie Mrégent, Massinissa Selmani, et puis également, donc voilà, on peut compléter cette liste d'artistes avec les deux que tu présentes sur la foire. Donc Laurent Montaron, auquel est associé donc, pour cette présentation dans le cadre de Paris Photo, Léonard Bourgois-Beaulieu. Alors, donc, tu dis que ce positionnement est un petit peu incertain pour toi, jeune galerie, pas vraiment jeune galerie. Je suis d'accord, souvent également, le positionnement jeune galerie enferme, d'une certaine façon, dans une certaine ligne, dans certaines attentes, dans certains choix d'artistes. Quelle est la place de la photographie dans ta structure, dans ton enseigne? Alors, j'ai peu d'artistes uniquement photographes. La plupart des artistes qui font de la photographie à la galerie, comme Laurent Montaron par exemple, ou Delchebal Scriba, sont des artistes plasticiens qui travaillent aussi justement la performance, le film, la sculpture. La seule artiste qui est vraiment uniquement photographe, c'est Seton Smith, donc qui est aussi une artiste installée, qui est la sœur de Kiki Smith, la fille de Tony Smith, donc grande génération d'artistes. Et c'est la seule qui pratique uniquement la photographie. Et c'est vrai qu'après, les autres artistes, même Valérie Mrégène, ont fait de la photographie, mais c'est un médium peut-être parmi d'autres dans leur travail plastique. Quand tu as choisi tes artistes, c'était quelque chose à quoi tu étais sensible, avoir des artistes qui pratiquent la photo de façon principale ou de façon annexe, ou finalement la question du médium n'a jamais été considérée dans le choix des artistes avec lesquels tu travailles? Non, sincèrement, je me suis jamais posé la question du médium. C'est venu au fur et à mesure. Il s'est trouvé que j'ai fait des rencontres qui ont fait que j'ai rencontré une photographe, puis un dessinateur, puis une plasticienne, puis un peintre, et que de fait, à la galerie, il y a des artistes qui pratiquent énormément de médiums très variés. Mais moi, je me suis jamais posé cette question. Est-ce qu'il y a un moment où tu penses que tu vas peut-être te la poser, dans la mesure où actuellement tu as un roster de une quinzaine d'artistes, et on peut supposer que tu pourrais, vu ton espace, vu l'accès aux foires qui est le tien aujourd'hui, passer à 20-25 artistes par exemple. Est-ce que pour compléter, si au départ ça n'était pas un facteur qui était pris en compte, ça pourrait le devenir? Oui, tout à fait. Maintenant que j'ai beaucoup d'artistes, quand même, pour une structure comme la mienne, je me pose énormément la question des médiums avant de rentrer un artiste. Et c'est vrai que la photographie pure touche un réseau de collectionneurs, un réseau d'institutions qui sont très différents de ceux de l'art contemporain, en partie. Je m'en suis aperçue au fur et à mesure, parce qu'un artiste comme Laurent Montaron, par exemple, je le vends énormément à des collectionneurs ou à des institutions d'art contemporain qui achètent de la photo aussi. Mais des artistes comme Seton Smith ou Léonard Bourgois-Beaulieu, qui sont exclusivement photographes, touchent un autre réseau qu'il faudrait peut-être aller développer ou pas, et justement me concentrer plus sur des artistes plasticiens. D'accord. Et en fait, avoir des photographes, ça permet aussi d'accéder à une foire de haut niveau, comme Paris Photo, alors que parfois on impose à des galeries justement qui ne sont pas très anciennes, on leur demande d'attendre, il y a tout un cursus honorum, et finalement ça peut être un bon choix en termes donc d'accès à un marché, à des collectionneurs importants, à une manifestation de réelle qualité, que d'avoir des photographes, non? Oui, tout à fait, bien sûr. Parce qu'une foire comme Paris Photo, qui est effectivement réservée à la photographie, arriver avec un nom comme Seton Smith ou l'an dernier Delchebal Scriba, permettent effectivement d'accéder à ce secteur général de la foire la plus prestigieuse au monde de photos par des artistes photographes. Quand on a un artiste justement qui est très pluridisciplinaire, comme Laurent Montaron, finalement, qu'est-ce qui plaît le plus spontanément? Quand on est galeriste, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à mettre en avant pour essayer de faire connaître, de faire apprécier, de faire acheter également ces autres œuvres? Qu'est-ce qui, par exemple, le travail de Laurent Montaron, est le plus attractif pour les collectionneurs quand tu le présentes? Alors, c'est justement la photographie. Parce que Laurent donc, fait des films, de la photographie et des installations sculptures. Donc ces installations sont très difficiles à vendre. Enfin, commercialement, c'est pas ce qui se vend le plus. Les films sont assez incroyables, mais c'est des films qu'on vend énormément aux institutions. Et c'est vrai qu'en galerie ou en foire, ce sont les photographies qu'on met en avant et qui se vendent vraiment beaucoup, beaucoup mieux. D'accord. Et qui se vendent très bien d'ailleurs. Enfin, c'est ce que Bart disait tout à l'heure. Effectivement, il y a des éditions, on ne sait pas pourquoi, il y a telle photographie
Elle est sold out 5 fois, 10 fois. Et puis d'autres très similaires, on ne sait pas pourquoi, qui sont liés à des installations ou à des films beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus connus, et qui sont toujours disponibles. Donc, voilà. Tu as tendance à représenter des artistes, vu que tu es encore toute jeune. Moi, ça m'agaçait énormément quand j'étais tout jeune, qu'on me le rappelle sans cesse. Mais c'est un privilège, voilà, donc c'est une chance. Est-ce que tu essayes de travailler actuellement avec des artistes encore plus âgés, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la blague parmi les galeristes. Est-ce que tu as trouvé ton estate? Est-ce que tu as trouvé ton artiste de plus de 70 ans ou de plus de 80 ans? Est-ce que c'est également un terrain que tu explores en ce moment pour justement développer ton roster? Alors moi, je fais un peu l'inverse. D'accord. J'avais à la galerie effectivement Marion Baruch, qui est cette artiste qui a 93 ans aujourd'hui, qui est une des artistes, je pense, les plus intéressantes de la scène roumaine et italienne des années 70 et qui est en train de, d'avoir la place dans l'histoire de l'art. Et c'est très étonnant, Marion Baruch, de voir à quel point elle n'a pas été repérée en France pendant très longtemps. Tout à fait. Et par exemple, je me souviens, moi, l'avoir vue très bien exposée au MAMCO à Genève, et avoir trouvé son travail absolument remarquable, et avoir cherché un petit peu à mieux la connaître, avoir vu que tu la représentais, et en disant, mais comment se fait-il qu'en France, alors que je suis quand même assez présent dans les institutions, je n'ai jamais été confronté de façon aussi importante à son travail, Parce qu'elle n'avait pas de galerie en France, parce qu'elle a toujours beaucoup vécu en Italie ou en Roumanie. Et effectivement, donc là, c'est très récent. Elle a eu cette grande rétrospective, mais qui a commencé au Kunstmuseum de Lucerne, d'ailleurs, qui est venue en France aux abattoirs l'année dernière. Mais effectivement, j'ai fait ce travail depuis longtemps, avec Decebal Scriba aussi, qui est un artiste de la scène historique des avant-gardes roumaines. Et en fait, donc récemment, pour répondre à ta question, je rentre plutôt des jeunes artistes que je n'avais pas dans l'écurie de la galerie. Et là, je rentre des artistes de moins de 30 ans. Voilà. Alors, des jeunes artistes avec des pratiques qui sont souvent attendus des jeunes artistes avec de l'installation, etc. Ou alors quand même des jeunes artistes plutôt peintres, plutôt photographes, comme on le rencontre plus fréquemment chez des artistes un peu plus âgés. Alors, pour parler des deux artistes qui sont rentrés cette année, donc qui ont toutes les deux 27-28 ans, j'ai rentré Cyrielle Gulaxi qui fait de la peinture, abstraite mais de la peinture, et Juliette Minchin qui fait de l'installation à partir de cire. Donc beaucoup de performances justement, qui ne sont pas forcément documentées, et de sculpture en fait, de cire. D'accord. Est-ce que parfois tu organises des performances dans l'espace de la galerie pour essayer de faire venir un public un peu différent, pour créer l'événement? Bien sûr, je l'ai fait notamment avec Bernard Venet, qui avant d'avoir une galerie en France avait fait une exposition chez moi il y a 3 ans, et on avait fait une performance incroyable qui avait attiré, je sais pas, il y avait 400 personnes, la rue était bloquée. Donc oui, ça arrive bien sûr, et j'adore la performance. D'accord. Et alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelques mots donc, sur l'autre artiste que tu exposes donc, sur ton stand? Voilà, donc qui est Léonard Bourgois-Beaulieu. Donc Léonard Bourgois-Beaulieu, c'est un artiste donc plutôt de la jeune génération, la trentaine, que je représente pour la première fois là pour Paris Photo, avec qui j'ai voulu penser un projet autour d'une série inédite qu'il avait envie de montrer dans un contexte spécifique, donc d'où le dialogue autour du corps que j'ai créé entre Laurent et lui. Donc Léonard, c'est un artiste, comme on peut le voir, qui travaille en fait directement sur les négatifs. Il crée des négatifs à partir de filtres chimiques de Polaroid qu'il retravaille avec des techniques chimiques, de solarisation, de peinture, de texte. Ça, c'est son travail un peu historique que vous voyez. Et pour Paris Photo, donc, on a montré une série inédite qui s'appelle Les corps lucides, où il travaille toujours de cette façon, à partir de la chimie des filtres de ces Polaroids, de ces vieux Polaroids. Et on arrive dans ces... Est-ce que tu peux un tout petit peu avancer, Alain? Pardon. Oui. Pardon. Et on arrive dans ces tonalités qui sont des tonalités très douces, très pastel, de rose, de vert. Et où il a réussi, avec ses techniques chimiques, à donner cette impression que les cordes sont traversées par la lumière. D'accord. On va le voir quand on arrivera au bout du diaporama, je crois. Ça, ce sont ces séries anciennes, voilà, où il travaille toujours de la même façon, mais on ajoute... Voilà, ça, c'est la série des corps lucides qui est sur le stand. Donc avec ces tonalités qui rappellent les gravures un peu cuivrées. Et sa volonté, c'est de ramener de la picturalité, de la matière dans la photographie. Et donc on me pose beaucoup la question, est-ce que c'est retouché, est-ce qu'il y a de la peinture? Non, c'est vraiment un travail chimique, de solarisation, de plusieurs semaines,
où ils laissent évoluer, où ils surveillent, hein, comme des aliments en cuisson, c'est négatif, jusqu'à stopper leur évolution, les saisir, les scanner et faire ces tirages. Puisque Bart Johnson de la galerie Wild et Éric Deromeau de la galerie RX nous ont parlé de gamme de prix, Oui. puisqu'on a des gens qui fréquentent les foires, est-ce que sûr. tu peux nous donner donc les niveaux de prix à la fois donc de Laurent Montaron et de Léonard Bourgois-Beaulieu? Bien sûr. Alors Laurent Montaron, on est sur les photos qui sont sur le stand, c'est la même série, elles sont à 12 000 et c'est un travail qui va de 5 à 35 000 euros. Et Léonard Bourgois-Beaulieu, c'est des prix entre 2005 et 5 000 euros. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Je rappelle que si vous voulez donc découvrir ce travail, donc la galerie Anne-Sara Bénichou, c'est donc le stand D21. La galerie donc RX, Éric Deromeau, c'est le stand E01. Et Bart Johnson, la galerie Wild, et Marina Abramovic, donc en solo show, c'est le stand C18. Voilà. Et donc ce que je trouve agréable, c'est qu'on est sur un site de foire. On peut parler de niveau de prix, ça ne choque personne. Il y a des endroits où parfois on se fait disputer dès qu'on ose parler de ça, comme si l'art, ce n'était que des idées abstraites. Là, l'art, c'est aussi un marché, c'est aussi ce qui fait vivre les artistes. C'est un secteur économique. Donc je trouve ça très... agréable de pouvoir en parler très librement. Je vous remercie pour votre participation et je remercie surtout beaucoup nos 3 galeristes d'avoir pris un moment pour échanger avec nous et je ne doute pas qu'ils vont courir à nouveau, partager la foule de la foire pour rejoindre leur stand. Merci 1000 fois.